Alors, pas tout le monde ici a vocation à intégrer le cercle d'études todiennes, mais quand même une bonne partie, avec des niveaux de connaissance de tes travaux qui sont variés. Et donc, j'aurais aimé qu'on commence par parler un peu structure familiale, en revenant, en faisant un petit point d'histoire, en expliquant à ceux qui ne connaissent pas suffisamment bien ton œuvre, comment t'es venue cette illumination sur le rôle central des structures familiales dans l'évolution des sociétés. Comment dire, je pense que de toute façon, c'était les préoccupations de ma génération. Moi, je suis de 51. Donc là, je suis au tout début des années 80. Le Parti communiste existe encore, vraiment. J'en ai été membre et moi, j'avais toujours, comme étudiant, je pense que j'ai toujours voulu faire de la synthèse en histoire. Enfin, j'ai toujours été intéressé au-delà de ma thèse par la comparaison, la synthèse. Donc déjà, ma thèse sur les structures familiales, c'était une sorte de foutoir qui comparait des structures familiales, de la mobilité géographique, une sorte de réseau de parenté dans des villages. J'avais 2 villages dans le nord en Artois. J'avais un village, une très grande paroisse en Bretagne, Briec. J'avais une paroisse en Toscane, près de Fiesole. Puis j'avais 2 paroisses suédoises. Donc j'ai toujours été dans le comparatif. Et même quand je faisais ma thèse, j'avais une sorte d'obsession Je voulais faire de la synthèse et je pense que j'ai toujours été à la recherche d'espèces de lois de compréhension générale. Et puis avec ce problème qui existait pour tout le monde à l'époque, cette espèce de bizarrerie de l'histoire que le communisme, qui était censé avoir réussi dans certains endroits à l'époque, n'avait réussi que dans des pays dépourvus de classe ouvrière, ce qui était quand même un gros problème pour la théorie marxiste de la Russie, la Chine, la Yougoslavie de l'époque, le Vietnam, bon. Puis il y avait ce vote communiste dans certaines régions du Massif central, d'Italie centrale ou de Finlande. Donc j'avais cette question. Mais c'était l'époque où je faisais plus vraiment de recherche. Enfin, comme j'avais fait ma thèse en Angleterre et qu'à l'époque les gens considéraient qu'un doctorat de l'université de Cambridge c'était du pipi de chat, alors que c'est en fait le titre le plus élevé qui existe dans le monde anglo-saxon. J'étais passé au monde des livres où je faisais la critique de bouquins d'histoire ou de sociologie ou d'anthropologie et j'avais fait cet essai sur les fondements du système soviétique, un peu par hasard aussi. Et en fait, j'ai vraiment, tout à coup, j'ai vraiment, de façon complètement empirique, non systématique, j'ai vu, je l'ai dit plusieurs fois, se superposer dans ma tête la carte du communisme achevé et puis d'un certain type de structure familiale, la famille patriarcale de Le Play, que j'appelle moi famille communautaire pour me simplifier la vie, exogame pour la distinguer de ce qu'on trouve dans le monde arabe. Et puis c'est tout en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste... donc je me suis dit que c'était une hypothèse que je trouvais forte. Il y avait une certaine logique, puisque les valeurs de la famille communautaire ne pouvaient être qu'autoritaires et égalitaires, puisque les frères sont symétriques dedans. Et puis je me suis enfermé pendant plusieurs mois, peut-être un an, pas un an, à la bibliothèque du musée de l'Homme, qui n'existe plus en fait, qui a été transféré en bloc au musée du Quai Branly. Et puis j'ai fait tous les fichiers et j'ai inventorié en fait tous les systèmes familiaux que je ne connaissais pas. C'est-à-dire pour moi la condition de recherche de la preuve, c'est ça qui m'a donné un très haut niveau de certitude sur la validité du truc, parce que moi quand j'ai démarré, je connaissais les structures familiales dans la plupart des régions de France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon, la démographie, enfin, l'analyse des structures familiales japonaises était déjà bien avancée, en Serbie. En gros, je connaissais les structures familiales qui étaient dans le gros pavé de Laslett, mon directeur de thèse à Cambridge,
qui s'appelle Household and Family and Pastime. Donc c'était un recueil d'articles. Donc il y avait dedans, il y avait le Japon, il y avait la Serbie, il y avait des trucs sur des communes qui n'étaient pas de moi, mais du Nord-Pas-de-Calais, Aline et Longness. Il y avait tous les trucs de Laslett sur l'Angleterre. Je dois oublier d'autres. Il y avait, je ne sais plus si c'était dans les machins de XAP sur la Russie. Enfin, XAP circulait. Les types dont on entendait parler à Cambridge, c'était XAP qui travaillait sur la Russie, Berkner qui travaillait sur l'Autriche. Moi, j'avais travaillé sur des documents suédois, bretons et toscans en prime. Donc j'avais quand même une petite... L'hypothèse de départ était faite sur très peu de cas. Et donc je me suis enfermé. Puis alors, je prenais les fichiers, c'était avant l'informatique. Donc je prenais les fichiers au Musée de l'Homme et puis je déterrais, je prenais les pays un à un, puis j'allais voir les monographies qui existaient. Donc je prenais l'exemple qui me vient toujours en tête, parce que c'est là que j'ai éprouvé un maximum de frayeur, c'était la Thaïlande. Donc la Thaïlande voisine... enfin l'ensemble Thaï-Lao, puisque la population du Laos, c'est la même chose que la population du nord-est de la Thaïlande, donc ça fait un bloc. Bon, enfin, tout ça touche le Vietnam. Et donc au Vietnam, on avait été confronté, ça faisait aussi partie des expériences de ma génération, à un communisme irrésistible. En plus, mon père était un grand journaliste qui allait tout le temps au Vietnam. Enfin, j'ai passé mon adolescence à penser au Vietnam. Et les Américains se sont battus comme des fous pour empêcher la prise du pouvoir par les communistes au Vietnam Sud, avec le succès qu'on a vu. Et donc ils ont raté. Et donc il y avait cette histoire de la théorie des dominos. Et donc la Thaïlande était toute proche et en théorie menacée. En vérité, il y a eu quelques guérillas communistes, je ne sais plus où, en Thaïlande, mais pratiquement rien du tout. Enfin, c'était vraiment... Et donc je rentre dans les fichiers. Et donc, toute mon idée d'une détermination... Alors, il n'y a pas de problème pour le Vietnam Nord, pour la structure familiale en question, qui était famille communautaire, avec une petite inflexion souche qui restait plus forte qu'en Chine. Bon, enfin, ça marchait vraiment excellemment. Et ça expliquait d'ailleurs pourquoi le Vietnam Nord était l'épicentre du truc plutôt que le Vietnam Sud. Mais j'aurais pu, en prenant les fichiers... il y avait plein de monographies sur la Thaïlande, parce que... Bon, les Américains, ils mettaient des bases avec des B-52, mais après, ils lâchaient aussi des anthropologues dans plusieurs villages. Donc, il y avait on était assez bien équipés. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver? Si je vais trouver une structure familiale communautaire, patrilinéaire, de type vietnamien, c'était mort, c'était fini. Et moment merveilleux... je découvre une structure familiale complètement molle, matrilocale, sans règles d'héritage égalitaire, sans valeur d'autorité, à peu près le contraire en fait. Et d'ailleurs, il y avait un article d'un anthropologue américain assez connu, qui s'appelait Embry, qui je crois s'appelait Thailand Loosely Structured Social System, c'est-à-dire un système de la Thaïlande, un système social faiblement structuré. Dans lequel, pratiquement, sans qu'il en ait conscience, il faisait le lien entre ce que tout le monde sent de la Thaïlande quand on donne des nouvelles sur le bordel thaï. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a compris ce qui se passait politiquement en Thaïlande. On a toujours l'impression d'être confronté quand même à une réalité assez fluide et insaisissable. Et la famille est pareille, en fait. C'est comme ça. Et donc, voilà. Et j'ai fait ça pour tous les pays, ou pour beaucoup, beaucoup de pays. Sur l'Afrique, j'ai canné à cause de la polygamie. Puis de toute façon, ils avaient des taux d'affaiblissement très bas, ça n'aurait pas marché encore. Et en fait, l'hypothèse a très bien fonctionné. Je n'ai jamais été confronté. Quand je suis arrivé à Cuba, j'aurais pu être embêté. C'était autre chose. C'était pas un communautarisme patrilinéaire. C'était des systèmes. J'ai dépouillé des recensements cubains. C'était plutôt une famille communautaire matrifocale, centrée sur les femmes, la population noire. Parce que l'exemple était un peu moins. J'arrive en Inde du Sud. Je veux dire, il y a une poche communiste au Kerala, magnifique système communautaire matrilocaux aussi inversé, et donc à l'irrégularité du politique, idéologique,
correspondait à une irrégularité du tissu familial. Et finalement, le truc le plus probant pour moi, ça a été l'endroit où ça marchait le moins bien, et où c'est pas clair qu'il n'y ait pas un problème toujours, qui est l'Inde du Nord. C'est-à-dire, si on prend l'Inde du Nord, et si on décrit le système familial de l'Inde du Nord, à l'époque, ils étaient de toute façon à des niveaux d'alphabétisation tellement bas que les valeurs idéologiques n'auraient pas été activées. C'était des paysans analphabètes. Hein. Depuis, le taux d'alphabétisation a monté très vite. Mais vous pouvez décrire le système familial de Nord comme communautaire exogame. Il est très spécial parce qu'il fonctionnait, il avait été sous influence musulmane et il fonctionnait avec des âges au mariage vraiment très très bas, du genre 13 ans pour les femmes. Donc c'était facile de le faire sortir du modèle en disant voilà. Mais en fait, ce qui était vraiment rigolo, je suis pas d'ailleurs, ce serait presque des trucs sur lesquels il faudrait enquêter. C'est vraiment ça c'est l'une des régions sur lesquelles ça vaudrait la peine de bosser. C'est que les deux régions d'Inde où le Parti communiste était fort, bon, il y avait le Kerala, où les communistes étaient même majoritaires. Ils étaient au gouvernement. Le gouvernement de l'État a dû être... ils ont dû être mis en état de... Je ne sais plus comment on appelle ça dans la constitution indienne. En gros, le gouvernement central a pris le pouvoir pour tenir les communistes, Delhi. Mais ils avaient aussi des alliances... entre communistes russes et pro-chinois, enfin des choses qui ne se voient pas ailleurs. C'est l'Inde, c'est des sociétés matrilinéaires et de castes, donc c'était spécial. Mais il y avait aussi le Bengale occidental, où le Parti communiste était très important, sans être majoritaire. Peut-être qu'à une époque où les taux d'alphabétisation n'étaient pas encore extrêmement élevés, le Parti communiste au Bengale occidental faisait quand même 25% des voix. C'est-à-dire qu'en fait, il était déjà plus fort que le PCF à la même époque. Et quand on étudie les systèmes familiaux indiens, surtout ceux du Nord, on se rend compte qu'il y a deux grandes règles d'héritage. Je vais essayer de ne pas inverser des syllabes. C'est les règles, quelque chose comme Mitakshara et Dayabaga. Gaba. Bon, je suis désolé, hein, c'est l'âge. Et il y a une frontière dans le nord qui court entre ces deux zones avec des règles d'héritage différentes. Règles d'héritage qui définissent le rapport des enfants à la propriété familiale du groupe. Donc sans que j'ai pas réussi vraiment, j'ai pas de certitude sur ce que ça implique en termes de structuration familiale. Vraiment, là, il y a un truc si j'étais jeune et plein d'énergie, c'est l'un des trucs sur lesquels je travaillerais. Mais en fait, la ligne entre les deux trucs correspond à la ligne à droite, le PC est fort, à gauche, il était faible. Donc il y avait, une autre fois, sans que j'ai été vraiment capable je pense que dans la troisième planète, j'ai dû trouver quelque chose à dire. Peut-être même que c'est la bonne explication, mais c'est très loin, donc je pense que voilà. Donc ça marchait très bien. Et donc c'est ça. Alors ça c'est le communisme, mais toute la conviction sur le modèle vient du communisme. Et puis ensuite j'ai fait comme j'avais tout dépouillé, j'ai repris la typologie de Leplay, je l'ai un peu élargie et j'ai établi une correspondance générale entre les types familiaux et les idéologies politiques. Donc j'ai vu que les Anglais étaient libéraux pas égalitaires, que ça expliquait bien la tradition anglaise, que les Français du Nord étaient libéraux égalitaires au niveau familial, que ça collait assez avec la devise révolutionnaire. J'ai vu que les Allemands et les Japonais avaient des structures souches à héritier unique, autoritaires, et ça collait aussi. Bon, j'ai sorti le monde arabe à cause de l'endogamie quadrilatérale, c'est-à-dire avec tout type de cousins, mais avec une préférence pour le mariage entre les enfants de deux frères. J'ai expliqué que ça changeait les rapports d'autorité, ça marche très bien. Et puis j'ai aussi tiré l'Inde du Sud, qui a un modèle de mariage entre cousins croisés qui, à l'époque, je croyais que c'était communautaire, mais en fait, ça l'est pas. Donc c'est parce que j'ai passé toute ma vie à corriger mes erreurs sur des types familiaux à diverses époques. Et donc il y a un modèle général, mais le démarrage et la vraie preuve pour moi,
c'était l'analyse de la famille communautaire et du communisme, pour répondre à ta question. Donc un truc très, très particulier et qui a tout de suite mis en évidence, je dirais, et l'ensemble a mis en évidence, enfin de mon propre point de vue, rétrospectivement, la force et la faiblesse de ma façon de travailler. C'est-à-dire que la force, c'est l'empirisme absolu, qui, je dois le dire, est assez peu français. C'est-à-dire que l'important, c'est certes d'avoir une hypothèse, c'est pas de ramasser des données pour rien, on a une hypothèse forte, simple, vérifiable, et puis il faut ramasser les données. Hein, et puis, si ça marche, c'est bon, et si ça marche pas, c'est pas bon. Mais en fait, ça, c'est le côté, c'est la force du truc. Et la faiblesse, c'est que je suis pas très porté sur le concept. J'ai dit très rapidement, en utilisant un modèle un peu dérivé de la psychanalyse, j'ai parlé du transfert des valeurs familiales, d'autorité, de liberté, d'égalité, d'égalité, dans la sphère idéologique au moment de la décomposition des systèmes familiaux. Mais je l'ai fait... c'est dans le bouquin, c'est dans La Troisième Planète, mais c'est pas ça qui m'intéressait, et le travail de l'explication ou la réflexion sur le comment du transfert des valeurs familiales aux idéologies politiques est quand même un peu rapide. Donc j'ai un peu tendance à être un bricoleur et au fond être assez content quand ça marche empiriquement sans me poser de questions très élaborées sur la nature profonde des choses. Je suis un être superficiel. Voilà. Alors, au cercle d'études todiennes... Ça veut dire, on ne sait toujours pas ce que c'est que la gravité. Hein. Quand même. Je veux dire, c'est quand même une critique qu'on peut faire à Newton. Donc au cercle d'études todiennes, nous, on s'intéresse aussi, parce qu'on essaye de comprendre, comment est-ce que cette œuvre, qui démarre sur les structures familiales avec, tu as évoqué La Troisième Planète et L'Enfance du Monde, donc 2 ouvrages qui ont été ensuite rassemblés dans celui-là. Voilà, donc celui-là, c'est celui qu'on trouve aujourd'hui. Je suis très content parce qu'ils vont sortir en poche bientôt. Bon, voilà, donc il y a l'occasion pour tout le monde de le lire. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la réception de ces théories-là que tu as évoquées rapidement là. Quelle a été la réception quand tu as sorti ça au début des années 1980 ? Comment ça s'est passé pour toi dans la sphère un peu intellectuelle et médiatique ? Ça a été hallucinant. C'est-à-dire que là, je suis censé sortir d'un truc hallucinant avec Qui est Charlie, où quand même tout le monde m'a pas mal chié dessus, mais ça c'est rien. Je dis pas que, enfin non, c'est quelque chose, mais c'est, non, de toute façon, avec de la bouteille, puis on connaît les gens, on n'est pas bon, voilà. Mais la sortie de La Troisième Planète, ça a été pour moi une surprise complète, parce que je sortais de ce processus très sérieux et très honnête de vérification de cette hypothèse familiale, et je l'avais fait vite. C'est vrai, j'avais tout bouclé en un an. C'était l'un des moments... c'était vraiment l'un des grands moments de ma vie. Et puis d'ailleurs, j'étais tombé amoureux d'une fille au milieu. Je m'étais tiré de chez moi, en principe, à partir du chapitre sur la famille communautaire endogame. On doit sentir que je suis dans un état second. Porté, c'est l'âge, j'avais un peu plus de 30 ans, c'est l'âge où on a toutes les énergies. Enfin, bon, ça me paraît bien loin. Mais en fait, la raison fondamentale pour laquelle j'avais été vite, c'est pas tellement que j'étais pas sérieux, c'est que moi, je suis pas à ce stade, je ne me pense pas comme un futur idéologue parisien ou quelqu'un qui aspire à devenir un idéologue parisien. Je suis un type qui a fait sa thèse à Cambridge avec Peter Laslett, qui était le pape de l'étude ou du retour aux études sur les structures familiales. Et j'avais eu comme examinateur interne de l'Université de Cambridge Alan Macfarlane, dont je n'ai pas parlé, mais dont je me suis rendu compte après qu'il avait lourdement
influencé l'idée que j'avais eue sur le communisme russe, puisque lui, il l'avait eu avant, sur le rapport entre la famille nucléaire anglaise et le libéralisme anglais, dans un bouquin que je cite maintenant très régulièrement, The Origins of English Individualism, et qui était, bon, voilà, donc j'étais dans cette... et lui, il avait fait cette avancée, et puis j'arrivais à ça, et en fait, arrivant de ce monde de chercheurs dans un univers de recherche qui avançait très vite, ma terreur fondamentale, c'était d'être doublé. Je veux dire, le problème des scientifiques, en fait, on a trouvé un truc, on a juste peur qu'un autre mec trouve aussi et publie avant vous. Hein? Je crois que c'est un sentiment naturel. C'est arrivé à plus d'un, il en était assez malheureux. Et donc, je voulais publier vite pour montrer que... Parce que ça avait pour moi, ça marchait tellement bien, ça avait un tel élément d'évidence que je me disais, non mais, pas possible, un autre mec va voir. Et d'ailleurs, toi, tu peux témoigner qu'en fait, il y avait des gens qui avaient déjà vu, en fait, des Leplésiens. Hein, donc, en fait, c'était... Hein, donc, pas formulé comme ça, mais... voilà, mais en fait, donc c'est un truc, tout le monde tourne autour, et comme les recherches sur la famille, etc. Et donc, je me suis dit, en plus que j'avais une mère très morale et castratrice, j'avais été élevé dans l'idée que quand on travaillait dur, et qu'on avait des idées, on était récompensé. C'est pas forcément faux, mais j'étais une sorte quand même de gros connard naïf. Et donc, je publie mon truc. Alors déjà, quand même, pour que ça soit publié au Seuil, ça va été un peu sportif, parce que j'avais été soutenu par Jean-Claude Guibault, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais je me souviens, quand j'étais allé au Seuil pour publier ce livre, il y avait eu un déjeuner... avec Guibault, il y avait Julliard certainement, et peut-être Vinocq, mais je sais que Julliard et Vinocq, au Seuil, avaient dit « Non, mais ce projet est complètement débile, c'est pas possible. » Donc je suis entré au Seuil, il y avait déjà des gens contre moi à l'époque. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Julliard commencer à m'emmerder sur qui est Charlie, j'étais... c'est plutôt dans le registre de la continuité de l'existence, en fait. C'est plutôt rassurant. Bon. Et j'avais été perturbé quand il disait du bien du mystère français. Là, c'est pas... Bon, voilà. Donc, mais je sors le livre, j'ai une carte des structures familiales, tout le monde connaît la carte du communisme, et je me dis, bon, bah, ça y est, je vais être récompensé. Les gens vont admettre que je suis le Pasteur des sciences sociales, ou Newton, enfin, vous savez, les rêves du gamin qui plutôt était élevé dans la religion des sciences dures. Oh putain, ce que j'ai entendu, c'était des tombereaux d'insultes, je veux dire, venant de partout, et particulièrement des anthropologues, d'ailleurs. Il y avait une émission de Michel Pollack, dont j'ai oublié le nom, Droit de réponse, sur le thème du bouquin. Pollack était marrant, mais c'était aussi un traquenard. Donc Chaunu et Laurent Ladurie étaient venus pour me défendre, mais enfin ils n'étaient pas tellement à l'aise. Là, l'un des deux, je ne sais plus lequel, avait un gros rhume. Mais à part ça, il y avait deux jeunes anthropologues spécialistes des structures familiales de la Lozère, je crois, qui avaient travaillé sur la famille Souche, à mon avis en surestimant son empreinte en Lozère. Mais bon, ça c'est un problème technique. Je m'en suis aperçu longtemps après. Et puis il y avait Godelier, le patron des sciences humaines au CNRS, hein, à l'époque. Vous voyez qui est Godelier? Le mec qui a travaillé sur les barouillas en Nouvelle-Guinée, puis qui avait un gros apparatchik, et lui qui avait demandé à venir à l'émission pour m'insulter, et qui avait suggéré dans cette émission que je retourne en Angleterre. J'appartenais. Et qui, je ne sais plus si dans l'émission à côté, qui me traitait aussi, alors parce que lui était un authentique fils du peuple, ce que je ne suis pas. Enfin, il y avait des trucs du genre, ah oui, mais vous comprenez, le petit Todd, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ça avait été, comment dire, ignoble. Là c'était vraiment un gros choc. Hein. Ça a été un gros choc parce que, puis alors avec un refus complet de regarder les données. Ce qui était facile, parce que quand même tout le monde connaissait la carte du communisme, mais honnêtement les structures familiales, peu de gens étaient très au courant. Voilà, donc, mais ça a été... et puis ça a duré quand même. Ça a duré. C'est-à-dire, et puis alors on me reprochait d'insulter la liberté humaine
en disant qu'il y avait des déterminations, mais c'est une attitude qui a prospéré, hein, parce que maintenant on est libre. Je sais pas, hein, j'ai eu la même chose pour qui est Charlie. Comment la carte des manifestations reproduit celle du catholicisme? Ça n'est pas possible, c'est une insulte à la liberté humaine. Nous sommes tous... Donc c'est vraiment un débat important. Et puis, voilà. Donc c'était... alors, ça a créé chez moi une attitude de défi à relever. Et donc, alors que je pensais avoir trouvé un truc définitif... et puis pour passer à autre chose, puisque pour moi l'essentiel de la découverte était fait, ensuite je suis rentré dans une sorte d'acharnement à montrer que j'avais raison, à détailler, à produire des données. Donc j'ai fait ce bouquin qui est réuni là-dedans aussi sur le développement éducatif et le rapport à certains éléments de structure familiale. Ensuite j'ai passé 7 ans... à administrer ce qui était pour moi la preuve, c'est-à-dire l'invention de l'Europe, où j'avais découpé l'Europe en 483 régions, produit une analyse des structures familiales pour les 483 équivalents départements, hein, ça allait de la Finlande jusqu'à l'Italie du Sud, et tout ce qui est à l'ouest. Et puis j'avais fait des cartes politiques, des cartes religieuses, des cartes de l'alphabétisation, la belle fécondité. J'avais revu un peu toute l'histoire européenne. Alors ça, c'était un livre, ça m'a pris 7 ans, donc au début, je me souviens quand j'avais... Mais le truc, c'était de démontrer mon histoire de structure familiale. Donc je me souviens, donc au début, j'étais marié à une femme, j'avais un enfant, ma mère était vivante, et quand j'ai terminé le bouquin, ma mère était morte, j'étais avec une autre femme, j'avais 2 enfants de plus, ça m'a occupé quand même, ça a pris du temps. Hein. Vraiment, Alors là, le livre, ça commençait à changer, le livre a plu, l'invention de l'Europe a été bien reçu quand même, honnêtement. Mais c'était aussi l'époque où il y avait un grand enthousiasme pour la construction européenne, et une époque où j'étais même le chouchou de Simone Veil et des européistes. Hein, parce que j'étais le type qui permettait aux gens de Bruxelles de se comprendre entre eux, en termes de tempérament. Je pense que j'aurais pu faire une grande carrière conformiste. C'est-à-dire, j'ai vraiment raté des occasions de revenus incroyables à cette époque. Je veux dire, j'aurais... Vraiment... Mais alors évidemment, il y a eu Maastricht ensuite, et alors là, j'ai repiqué, j'ai replongé, puisque quand on a travaillé sur cette diversité fondamentale de l'Europe, je dis que les mecs qui faisaient Maastricht étaient cinglés. Donc 90, ça a été ma chance de m'intégrer au plus haut niveau dans l'establishment. 92, c'était la fin de la fermeture de cette porte ouverte vers la notabilisation. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis censé dire d'autre. Alors, par contre, j'ai quand même réfléchi, j'ai quand même eu l'occasion de réfléchir aux raisons de la résistance. La résistance à cette interprétation de l'explication par les systèmes familiaux, c'est quelque chose qui est intéressant en soi. C'est-à-dire, dans un premier temps, on le prend assez personnel. On se dit, vraiment, les gens ne sont pas gentils, pas honnêtes, bêtes, tout ça est vrai. Mais ça ne suffit pas tout à fait. Et ensuite, il faut quand même se demander pourquoi. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, en fait, peut-être que je devrais admettre toute cette expérience doit me mener à admettre que quand même une grosse différence entre les sciences sociales et les sciences dures. Dans les sciences sociales, on parle des sociétés telles qu'elles sont, de la vie des hommes. On ne parle pas des particules, hein, qui n'ont pas d'opinion sur la façon dont on explique leur comportement. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas une grosse rébellion des électrons. Hein? Il y a eu peu de réactions à la théorie des quanta dans le monde des particules élémentaires. Hein. Dans ce cas-là, on est tranquille. Mais
là, on parle des hommes et de la vie en société, et j'étais arrivé à la conclusion, je dirais intermédiaire, que en fait, les sociétés ne voulaient pas la vérité sur elles-mêmes. Ce qui est une hypothèse parfaitement envisageable. Peut-être c'est pas bon pour une société de savoir ce qu'elle est. Peut-être c'est pas bon de... Je sais pas, peut-être que les sociétés ont besoin d'autre chose que de lucidité sur elles-mêmes, de savoir la vérité. Donc si j'avais été de tempérament philosophique et moraliste ou moralisateur, autre carrière possible, en fait, sur le rapport à la vérité, les sociétés de l'homme, etc. En fait, j'ai quand même, ces derniers temps, j'ai fini par avoir des doutes, je dirais, certaines sociétés. Parce qu'il y a eu un truc vraiment très, très étonnant dans mon existence, c'est la réception de mes théories au Japon. C'est-à-dire qu'il était quand même un peu inattendu. Mais, moi, j'avais juste été élevé par... J'avais prévenu que j'étais bavard. Hein. C'est parfait. Voilà. Ma mère avait été réfugiée aux États-Unis pendant la guerre, parce que pour partie d'origine juive, donc elle avait été teenager à Hollywood. Et donc elle avait des copains qui étaient partis, qui avaient été envoyés dans l'armée américaine pour faire la guerre du Pacifique. Et j'étais élevé dans une saine ambiance anti-japonaise, conservatisme des zones périphériques, parce que ma mère est rentrée en France, mentalement elle était bilingue, mais elle est restée une américaine des années 40 en fait, dans ces dimensions. Donc j'ai été élevé dans l'idée que les Japonais étaient des extraterrestres. Dans une famille juive, on ne peut pas dire comme les Américains de l'époque des singes. Des extraterrestres. Donc cette réception au Japon était vraiment surprenante, parce que réellement, tous mes livres sont traduits en japonais. Là, je suis en train d'échanger des mails avec mon traducteur Harumi Ishizaki, qui vient d'annoncer qu'il y aura 10 jours de retard pour la publication de l'origine des systèmes familiaux en japonais, le pavé, etc. 10 jours de retard, c'est très grave au Japon. Hein. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment fascinant parce que j'ai fini par bien connaître le Japon. J'y suis allé beaucoup à force, hein, une quinzaine de fois. Et je veux dire, nous, on est dans une société libérale en termes de comportement. On raconte ce qu'on veut, on fait un peu ce qu'on veut, on peut déconner. Le monde anglo-américain aussi. Alors que le Japon, c'est une société quand même très hiérarchique, autoritaire, c'est la famille souche. Et je trouve ça absolument fascinant j'ai fini par admettre que la réception de mes théories sur la famille se passait quand même beaucoup mieux dans les cultures souches autoritaires que dans les sociétés libérales qui étaient censées faire avancer la science. D'accord ? Mais en fait, rétrospectivement, quand j'ai fini par me poser la question de... Quand j'étais au Japon, je me disais, mais pourquoi est-ce que les Japonais me prennent au sérieux ? C'est quand même troublant. Je veux dire, de faire une carrière de Mireille Mathieu des sciences sociales, si vous voulez, c'est quand même... Je veux dire, quand on a été élevé, comme je l'ai été, avec des préjugés hollywoodiens des années 40 sur le Japon, c'est quand même surprenant. Et en fait, dans un premier temps, je m'étais dit, mais non, il ne faut pas déconner. Il voit un occidental arriver qui dit « la famille est très importante dans la structuration de la vie sociale ». Mais les Japonais pensent juste comme ça. C'est pratiquement du néo-confucianisme officiel. On pourrait dire que c'est simplement une lecture néo-confucianisme de l'histoire. Il n'y a pas de problème. Ça doit être comme ça. Donc en fait, les Japonais ils pensent, enfin, un mec normal qui arrive de l'Ouest. Hein ? Donc c'est comme ça. Mais en fait, c'est vrai. Je crois qu'il y a un gros élément de vérité. Mais en fait, c'est beaucoup plus général. En fait, il m'est revenu que quand j'étais en France, quand je sortis mes premiers trucs, donc je faisais des exposés, donc j'avais
c'est compliqué parce que les universitaires étaient vraiment très très hostiles, très violents, mais j'étais quand même protégé quand je faisais des conférences, puis je vendais quelques livres, par le fait que quand même tout le monde a une famille. Donc j'étais protégé par un élément de bon sens. C'est-à-dire, c'était dire que la famille détermine les idéologies, c'est une insulte à la liberté humaine, surtout pour les mecs qui pensent qu'ils ont un message fort à délivrer sur la liberté humaine, les universitaires, par exemple. Enfin, pour le commun des mortels, tout le monde, la famille, sait que la famille, c'est la moitié de la vie. Donc je faisais des conférences, quand même, avec des publics assez aimables. Mais ce qui était rigolo, c'était que j'avais fini par remarquer, c'est revenu après à cause du Japon, que les mecs qui posaient des questions pertinentes et qui adhéraient spontanément au modèle, c'était toujours des mecs du Sud-Ouest, en France. Famille souche, comme au Japon. Et l'un des grands moments de ma vie, c'est que un mec, je me souviens, c'était les premières conférences que je faisais, faiblement rémunérées, mais qui quand même à l'époque comptaient dans mon budget. Et un mec me pose une question qui se voulait supérieurement vicieuse à propos de la famille basque. Mais il avait dit un truc qui s'était dévoilé, donc je lui réponds, et puis je termine en lui disant « Mais vous-même, monsieur, vous êtes basque ou béarnais ?» Le mec honteux me dit « Béarnais ». Béarn n'est pas trinaire, c'est pas l'aînesse absolue, hein, en général. Donc c'était comme ça, et c'est pareil, c'est-à-dire que, en fait, l'une des bizarreries de la situation, c'est que dans les sociétés, ce que j'appelle les sociétés souches, d'une certaine manière, très souvent, le rapport famille-idéologie, famille-société, je veux dire, est officiel. C'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que les Allemands devraient vachement bien adhérer à mes machins. Mais le problème de l'Allemagne, c'est que là, ça n'aurait pas posé de problème. Je pense que j'aurais été reçu avec des fleurs en Allemagne à la fin du XIXe siècle. On aurait intégré mes théories à toutes les théories sur la spécificité de l'Allemagne, de la grande civilisation. Peut-être ma théorie aurait aidé même au déclenchement de la guerre de 14, quelque chose comme ça. Mais après la guerre de 40, la ligne officielle de l'Allemagne, c'est qu'elle est un pays occidental comme les autres. Et donc, d'une certaine façon, l'idée de spécificité anthropologique est taboue. Voilà. Cela dit, pour une raison mystérieuse, l'Allemagne est quand même l'un des pays où je vends le plus de livres. Je dois plutôt des essais politiques, comme après l'Empire, mais je dois quand même au public allemand l'achat d'une maison de campagne en Bretagne. Donc, c'est toujours quand même... J'ai aussi une dette à la famille souche allemande, d'une certaine manière. Et ça continue. Donc là, par exemple, il y a un type que j'ai oublié dont j'ai oublié de donner le nom à Nicolas, et qui je ne sais pas s'il sera dans le cercle ou s'il ne sera pas, mais on travaille déjà un peu ensemble, qui m'a envoyé un jour, je crois que je l'ai noté en bas de page, la première version du truc dans Qui est Charlie, qui avait fait une vérification statistique, ce que je n'ai jamais fait, des thèses sur le rapport entre éducation et structure familiale autoritaire et statut des femmes. Et donc, il a fait vraiment il a trié pour l'ensemble du monde et il a fait un test statistique absolument classique. C'est un type un peu plus de 30 ans à peine, absolument, qui écrit et fait de la recherche pour l'école de commerce à Toulouse déjà, et qui a fait un magnifique article qui montre la très haute significativité en termes statistiques de ce que je dis pour le rapport entre structure familiale autoritaire et développement, entre haut statut des femmes et développement, et pas simplement en prenant les variables de structure familiale, mais en utilisant aussi toutes sortes de variables de contrôle pour vérifier que ça n'est pas des artefacts, des autres variables, comme ça. Alors évidemment, le mec, il s'appelle David Lebrise, donc il est breton, ce qui est déjà une indication de réceptivité, puisque les structures familiales bretonnes ne sont pas toutes de type souche, mais il y a ce qu'il faut de famille souche et ces zones de complexité familiale.
Bon, puis j'ai fini par le rencontrer à Toulouse en décembre. Lui, ça n'a pas raté. Sa mère est basque quand même. Donc, a priori, l'hypothèse n'était pas absurde. Ça ne vaut rien dans la preuve. Sa technique de preuve est statistique et mathématique. Mais donc vraiment, voilà. Alors, ça se dégèle. Honnêtement, j'en ai parlé avec Le Brise. J'ai quand même le sentiment que l'attitude de refus, est en train de craquer. Ça, je veux dire, ça m'a presque été imposé, parce que moi j'étais, au bout après des dizaines d'années à ferrailler pour essayer de montrer qu'on a raison. On finit par s'en foutre. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. J'ai même vu des communistes qui se remettaient très bien de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc on peut tout à fait survivre à un désastre intellectuel, etc. Mais en fait, j'ai plutôt bizarrement l'impression que ça s'arrange. Mais un petit peu en France, mais plus. C'est pas le monde anglo-saxon, c'est le monde de la recherche anglophone. C'est-à-dire qu'il y a un économiste de Harvard, qui est italien d'origine, qui s'appelle Alesina, qui utilisait modèles. Je vous en ferai parvenir la liste, en fait. Le Brise m'a fait une liste et un petit papier que j'utiliserai sur... Et en fait, là, je suis plutôt dans une phase où il n'est pas impossible que j'ai une vieillesse très agréable et très respectée. C'est un peu tard. Mais c'est pas impossible. Donc ce qui suggérait qu'il y a quand même... peut-être que finalement, les sociétés, après un long moment de réflexion, comme Jean Daniel, quand il se fait semblant de se poser des questions morales, sont prêtes à admettre que l'hypothèse familiale n'est pas du tout absurde. Je suis moins résigné qu'autrefois, je dirais là. J'ai même un vrai espoir, je dirais que ça marche. Très bien. Ouais, c'est assez satisfaisant en fait. Alors justement, tu es l'auteur donc de ça, c'est-à-dire de ces théories sur les structures familiales et l'importance des structures familiales. Tu as essayé d'en faire une démonstration, d'essayer avec l'origine des systèmes familiaux de faire une typologie pour expliquer comment ça fonctionnait. Mais toute cette pensée sur les structures familiales, elle a donné lieu quand même aussi à des essais. Et on a l'impression qu'il y a une incompréhension de la part d'un certain public, peut-être des médias, des journalistes, sur tous tes essais, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce fond sur les structures familiales. Est-ce que tu peux, par exemple, revenir sur comment, je sais pas, tu es connu pour être quelqu'un qui fait des prédictions, des choses comme ça, nous redire comment, en fait, ces prédictions, c'est pas de la magie et qu'elles tombent pas du ciel, mais que ça, pour toi, tout était que des choses qui découlaient directement d'une analyse fine des structures familiales. Honnêtement, c'est pas uniquement les structures familiales. J'ai eu l'occasion d'en m'expliquer l'autre jour à Pont-Aven. Je suis allé faire un truc à Pont-Aven parce que c'est à 20 km de ma chaumière bretonne. Et c'est pas juste. C'est vrai que, par exemple, si je dis que l'euro ne va pas marcher, faisant la prédiction qui va assurer ma gloire, quand même, je me demande quand je dois ouvrir la collecte pour recueillir les fonds pour faire ma statue, parce que c'est clair que le jour où l'euro s'effondre, je deviens une sorte de dieu vivant. Enfin, peut-être je serais mort, cela dit, au train où ça va. Mais là, effectivement, je dirais la clé d'entrée familiale sur la diversité de l'Europe est très forte. C'est-à-dire, j'ai tout de suite pensé que, et puis ayant constaté dans des études sur l'immigration, la ségrégation ou l'assimilation des immigrés, des trucs sur l'analyse économique, la balance des paiements, que malgré la disparition des structures familiales paysannes, les sociétés européennes continuaient de fonctionner
comme si ces valeurs étaient là. Là, je suis dans une prédiction qui est une application stricte de mes théories. Alors, je le dirais, je le dis, le problème, ça les gens l'entendent, je l'ai tellement répété que l'euro n'était pas possible parce qu'il y a une différence de structure familiale et de mœurs que les gens finissent par l'entendre. Je ne pense pas que le fait de l'entendre, comme les gens ne connaissent pas les structures familiales du passé, vont avoir une énorme réticence à admettre que les valeurs qui étaient dedans perdurent au-delà de leur disparition. Il n'y a pas de ménage à 3 générations dans la Ruhr maintenant en Allemagne. Ben voilà. Ça ne marche pas. Et finalement, le truc que je fais le plus souvent, je mentionne les structures familiales et puis je donne tout de suite une clé d'entrée démographique beaucoup plus directe et beaucoup plus vaste. Je mets en évidence la diversité des indicateurs de fécondité en Europe. Je dis que les régions où le statut des femmes est élevé, la Scandinavie, les îles britanniques et la France, gardent des fécondités qui sont proches de 2, entre 1,8 et 2, et puis que les autres ont des fécondités implosées parce que le statut des femmes ne permet pas aux femmes d'avoir des enfants et de travailler simultanément, des choses comme ça. Et là, avec les indicateurs de fécondité, les gens peuvent comprendre plus rapidement. Mais pour tout ça, je suis effectivement dans la prédiction dramatique par l'analyse des structures familiales. Mais si je prends, par exemple, mon premier bouquin, La chute finale, où je prédisais les fondements du système soviétique, ou le bouquin que j'ai fait avec Youssef Courbage, Rendez-vous des civilisations, qui se terminait en disant qu'il allait se passer des choses dans le monde arabe ou musulman, et que ce n'était pas vrai, que c'était un monde arrêté. L'explication aussi se fait par des choses profondes, alors là, directement par des mouvements démographiques, par des mouvements de l'alphabétisation, etc., mais qui, en vérité, je mentionne toujours les différences de structure familiale aussi, chaque fois que j'ai l'occasion de familiariser les gens, je le fais, mais par exemple, la logique qui, dans le cas de la Russie, comme dans le cas du monde arabe, permettait d'associer la hausse du niveau éducatif à des niveaux différents, la baisse de la fécondité, et puis dans le cas de la Russie, certaines perturbations sur le taux de mortalité infantile, à me mettre dans une situation où j'étais capable de dire qu'il allait se passer des choses. Ça ne doit rigoureusement rien à mes théories sur les structures familiales, et tout à l'école des annales, en fait. Et à l'éducation que j'ai eue comme étudiant, c'est-à-dire comme étudiant très directement de Leroy Ladurie, qui était un ami de mes parents, qui est une sorte de figure personnelle que j'ai vu la première fois que j'ai vu Leroy, je devais avoir 10 ans. Leroy Ladurie, et donc généralement je cite Leroy, je cite Chaunu, je cite Vauvel à cause de ses études sur la décristallisation en Basse-Provence. Et pour moi, l'utilisation de variables d'éducation, il y a un livre aussi que j'utilise beaucoup, c'est le bouquin fait sous la direction de Furet et Ozouf, L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, qui est qui a été longtemps l'un de mes livres de chevet. Enfin, les cartes qui sont dedans, en tout cas. Et donc, en un certain sens, je suis... c'est ce que j'avais dit l'autre jour à Pont-Aven, les gens ne voient pas actuellement à quel point je suis simplement un étudiant sérieux et conformiste. C'est-à-dire pas du tout le mec foufou qui tout d'un coup... j'essaie d'imiter une BD de Gottlieb, là... si que c'était les structures familiales qui déterminent les idéologies. Comment, monsieur, c'est de la science-fiction, ça c'est la BD de Gottlieb. Mais là, sur ce que je viens de mentionner, là, juste, c'est simplement, moi, quand j'ai fait ma thèse, j'étais spécialiste d'histoire rurale au départ, j'ai fait beaucoup de démographie historique, j'étais 18e-iste, et quand on est 18e-iste,
ayant fait ses études en France, on établit des rapports. On sait que la fécondité a commencé juste à baisser dans certaines régions avant la Révolution française, que la déchristianisation a commencé en France, dans le bassin parisien ou en Provence, vers 1730-1740. J'ai des tonnes de biographies, c'est pour ça que je mentionnais Vauvel. Et on n'est qu'un bon étudiant, en fait. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que les trucs de l'école, ce qui était l'ambiance dominante de l'école historique française quand j'étais étudiant, c'était en fait entre 68 et 74-75, quand j'ai fini ma thèse en Angleterre. Mais l'école anglaise était très raccordée à la France, hein, Laslett, Wrigley, tout ça, c'était quand même c'était la même chose, hein, c'est le même genre de truc. Ou Macfarlane était plus comme l'anthropologie, vraiment. Et je n'ai fait qu'appliquer ce que j'avais appris. Mais alors là aussi, je me suis fait avoir finalement. C'est quelqu'un qui pourra sans doute nous dire, c'est que je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais l'un de mes malheurs, c'est que l'école historique française, la recherche en histoire a quand même redérapé dans un sens que ces praticiens considèrent comme post-école des annales et comme un dépassement, et que moi je considère comme une pure et simple régression. Je veux dire, les trucs qui font l'histoire des idées, retour des individus. Arrête-moi si je dis des conneries, tu peux y aller. C'est l'individualisme méthodologique. Voilà. C'est ce tournant-là. Voilà. Et donc on a cessé de. Je veux dire, on est de la même école, nous. Hein. Enfin, je sais pas. J'ai tellement utilisé ces trucs sur le bassin parisien que je peux pas imaginer une minute qu'on tombe en conflit là-dessus. Enfin, moi, j'ai l'idée que ce qui est important, c'est l'étude des mentalités, des mœurs, des tempéraments, dans la masse de la population, en gros. Hein, et avec des valeurs collectives, des trucs comme ça, tout ce qui... démographie historique, alphabétisation, tous ces trucs-là. Et alors, ça, et simplement, c'est comme tu disais, bon, j'aurais pas réussi à mettre un nom dessus, c'est... et alors, c'est... Je me souviens, c'est ce que j'avais dit à Pont-Aven, j'ai l'impression de radoter, mais si c'est ce qu'on pense, je ne vais pas dire un autre truc à chaque fois, juste pour... c'est quelque part, je trouve que c'est dramatique pour l'étude de l'histoire. C'est juste trop con d'avoir laissé tomber ce point haut de l'histoire des annales ou de l'histoire structurelle anglaise du groupe de Cambridge. Mais d'un autre côté, pour un mec comme moi, c'est absolument formidable, parce que moi qui travaillais sur le présent, ça m'a laissé avec seul détenteur d'un outil de prédiction absolument formidable. C'est comme si on m'avait laissé la bombe atomique et que tous les autres étaient en train étaient partis aux Folies Bergères à faire d'une histoire qui sert à rien. Enfin, je m'excuse de... je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est pas juste... Et quand même, mes trucs sur les structures familiales, l'idée me vient en parlant, c'était quand même dans la stricte continuité de ces trucs de l'école des annales et de ce que j'appelle l'école anglaise d'anthropologie historique. Et peut-être que la non-réception ou l'échec de réception, dont je me demande maintenant s'il n'est pas temporaire en fait, ne fait pas partie en fait de ce rejet de l'école des annales. Au fond, l'idée me vient tout d'un coup. Cela dit, comme le roi a été sympa, m'a quand même pas mal soutenu, sans dire qu'il était d'accord, etc. Laslett, directeur de thèse à Cambridge, m'a laissé choix, était au fond à l'anglaise très poliment et élégamment, tout à fait ulcéré par mes théories. Alors, parce qu'évidemment, de son point de vue, il avait raté quelque chose. Il est mort. Voilà. Alors,
On en vient maintenant et on aimerait bien évoquer tes travaux d'aujourd'hui. Bon, il y a eu qui est Charlie, etc., mais voilà, aujourd'hui, tu continues à travailler sur notamment l'état des pays riches aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce qu'ils sont devenus à partir en faisant une histoire de la globalisation pour voir ce qu'ils sont redevenus aujourd'hui à l'issue de la globalisation. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui est quand même m'a beaucoup occupé, c'est le travail sur l'origine des systèmes familiaux, puisque qui est quand même devenu la moitié de nos existences de chercheurs. C'est-à-dire que là, tout ce dont on a parlé, c'était ce que j'appelle la partie au sens large structuraliste de mon travail, pas au sens de Lévi-Strauss. Mais l'idée qu'on se représente la société comme découpée en strates, et puis il y a des rapports, des analogies entre les strates. Donc pour moi, une pensée économiste de type marxiste sera une variété de structuralisme où on essaie de mettre en rapport l'infrastructure économique et les superstructures idéologiques. Alors si on est gramscien, ça va devenir un petit peu plus compliqué, mais diverses variétés de fonctionnalisme en anthropologie tomberont là-dedans, mais toujours cette idée d'une vision des sociétés comme comportant divers éléments entre lesquels il y a des rapports structurels. Et j'ai été élevé là-dedans, et en fait l'histoire du rapport entre la structure familiale, les idéologies, entre la structure familiale et les potentiels de développement, c'est quelque chose qui correspond tout à fait, pour moi, en un sens le plus général, en un mode de pensée structuraliste. Et alors, j'ai trouvé la limite de ce mode de pensée, je l'ai atteint très tôt. Si on prend la conclusion de la troisième planète, structure familiale et idéologique, qui est pour moi le livre le plus important que j'ai jamais fait. C'est le moment où... Et pas simplement parce que je m'étais enfui et que j'avais découvert l'amour à peu près au niveau du chapitre 6, quelque chose comme ça. Parce que c'était vraiment ça, tout le reste de ma vie de chercheur en a dépendu. Mais à la fin, il y a une conclusion qui s'appelle le hasard, dans lequel je me pose la question du pourquoi de ces systèmes familiaux différents. On a les systèmes familiaux qui expliquent les idéologies. Puis ensuite, on se dit pourquoi systèmes familiaux ? Et là, c'est un chef-d'œuvre d'incompréhension du monde. Donc, comme si on est dans un mode de pensée structuraliste, on cherche des coïncidences structurales, d'un type ou d'un autre. Donc, on se dit, putain, ça ne correspond pas au relief, ça ne correspond pas au climat, ça ne correspond pas au niveau de développement, ça ne correspond à rien. Et donc, on fait une conclusion inepte qui s'appelle le hasard. Enfin, les mecs qui payé, à l'époque, j'étais pas payé par l'État pour faire de la recherche, mais pour moi, un mec payé par l'État pour faire de la recherche, il veut dire, le truc se produit au hasard, on a mis, clac, on peut faire des économies quand même. Je trouve, pas personnellement. Et là, c'est là que j'ai eu finalement, c'est les grandes rencontres intellectuelles qui n'est pas une rencontre intellectuelle. Je suis copain depuis 1968 avec un très grand linguiste, spécialiste de la généalogie des langues asiatiques, Laurent Sagard, qui a exactement mon âge. On est copains pas du tout pour des raisons intellectuelles, mais parce que c'est un copain j'ai un demi-oncle qui est comme un jumeau pour moi, qui était à H4 alors que j'étais à Saint-Germain-en-Laye. Et puis j'étais un très bon copain de ce très grand idéologue de l'Europe, Bernard Guetta, qui est pour moi c'est quasiment la famille, nos parents étaient copains, donc c'est pour ça que j'étais... Et donc Laurent, qui était à l'époque spécialiste du chinois, c'est comme ça qu'il a démarré, il a fait sa thèse sur les dialectes, sur le dialecte ou la langue cantonaise, me dit, mais bon, oui, pour ton rapport entre famille idéologique, écoute, j'ai vu des Chinois, j'en ai vu en Chine communiste, j'en ai vu à Singapour, j'en ai vu à Taïwan. C'est vrai qu'en termes de tempérament idéologique, ils sont tous un peu pareils malgré tout, quoi. Faut qu'il ne s'est pas exprimé comme ça, mais je ne veux pas lui faire d'ennui parce que c'est enregistré. Et puis il ajoute, toujours aimable, parce qu'il n'est pas très commode quand même intellectuellement. Il y a une éthique de la vérité
vraiment très direct. Il me dit par contre, ce que tu dis sur le hasard à la fin, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai regardé ta carte et tu vois, là, tu as au milieu, tu as le système communautaire au milieu de l'Eurasie. Puis là, tu vois, d'après ce que tu dis, tu as la famille communautaire endogame qui est collée à ça. Donc, tu as une sorte de masse centrale communautaire. Voilà, il regardait cette carte. C'était vraiment fort, c'est qu'il regardait cette carte. En fait, pour lui, c'était des couleurs, des taches de couleurs. Il se foutait complètement de ce que ça voulait dire. Et il me dit, et puis tu vois, là, tu as tes types nucléaires, je vais juste parler de l'Eurasie, en Angleterre, en Europe occidentale, en Asie du Sud-Est, sur la périphérie. Puis tu as tes systèmes souches qui semblent être dans une position intermédiaire en Allemagne, en Suède, au Japon, en Corée. Alors il faut que je te dise, nous, en linguistique, quand on a une masse centrale d'un seul tenant comme ça, puis avec dispersé autour, si on a on appelle masse centrale avec un caractère B d'un seul tenant, puis des poches autour avec un caractère A, on a une interprétation standard, irréfutable, c'est que simplement, il y avait un espace qui était complètement occupé par A au départ, et puis il y a eu une innovation B, quelque part dans la partie centrale, qui s'est étalée vers la périphérie et qui ne l'a pas atteinte. C'est ce qu'on appelle le principe du conservatisme des zones périphériques, ce qui est un truc très puissant. Donc si vous êtes, comme moi au départ, un structuraliste borné, vous regardez les maisons à colombage en France, donc vous en avez dans le sud-ouest, en Bretagne, en Normandie, en Alsace, à Troyes, qu'est-ce que j'oublie ? Bon, j'ai l'essentiel là. Et donc, si vous êtes structuraliste, vous allez chercher un point commun de structure sociale. Donc, les niveaux de développement, honnêtement, entre les Bretons et les Alsaciens, c'est pas ça. Le climat, ça va pas marcher. Rien ne va marcher. En vérité, c'est simplement que la technique de maison à colombage, c'est la technique de construction du bas Moyen-Âge, et que toute la partie, et qu'elles sont toutes périphériques, donc, et que toute la partie centrale, les maisons à colombage ont été remplacées par des maisons de pierre, en fait. Et que c'est une évolution qui a été centrée sur le bassin parisien, sur l'axe Paris-Bordeaux. Je pense qu'il faut faire intervenir les maçons creusois dans l'histoire. Il y a aussi la façade méditerranéenne. Mais c'est le principe du conservatisme périphérique, c'est un truc absolument fascinant parce que ça permet de lire l'histoire dans l'espace, dans la géographie. Donc vous prenez un truc, il y avait aussi la carte de l'écureuil roux en Angleterre, qui était éliminé par l'écureuil gris importé, donc il y avait encore des poches d'écureuil roux. Dans Darwin, il y a des choses sur le principe du conservatisme de l'origine des espèces, il y a des choses là-dessus. Voilà, donc là j'ai été aussi assez convaincu par cette explication. Donc en fait, il me donnait tout de suite une clé extraordinaire. Il me dit, quand même, la famille nucléaire est sur la périphérie, la famille communautaire patrilinéaire est au centre. Ça veut dire que la famille nucléaire, c'est le système archaïque, c'est le système ancien de l'humanité, et que le système communautaire patrilinéaire, c'est une innovation, ce qui est tout à fait stupéfiant, puisque là, c'est tout à fait contre-intuitif, c'est contre toutes les traditions, puisque nous, on a été élevés avec l'idée que l'homme sort d'un passé avec des grosses agglomérations familiales, et puis que ça se délite, et que la famille nucléaire émerge, que l'individu arrive, merveilleux, moderne, voilà. Donc, alors, j'ai encore perdu 15 ans à travailler là-dessus. Ça m'a vraiment... On a fait un article avec Laurent, quand même, pour la revue Diogène, qui n'a eu absolument aucun impact. Et puis, je me suis acharné, puis j'ai fini par... Ça a dû me prendre, avec des arrêts, une dizaine d'années. J'ai publié le tome 1 qui est consacré à l'Eurasie, des systèmes familiaux, qui est donc je dois avoir un fichier avec 215 populations, une description affinée des systèmes familiaux, puis ça marche très bien. Alors là, donc j'ai fait... Il y a d'abord une approche cartographique, où on prend les systèmes familiaux tels qu'ils émergent
au XVIIe, XVIIIe, XIXe ou XXe siècle. Et puis on a ça. Et puis ensuite, là où c'est possible, on utilise la documentation historique pour dater l'émergence des systèmes familiaux. Et dire que si on prend les trois grands types de Leplay, ce qu'il appelait la famille instable, qu'on appelle maintenant nucléaire, la famille souche, qu'on appelle toujours famille souche, et la famille communautaire, qu'il appelait patriarcale, le modèle, Leplay, c'est pas très clair. Quand on lit Leplay, on pourrait le tirer dans n'importe quel sens en termes de, pour en discuter, de séquence familiale. Pour lui, c'était très clair que les peuples originels, nomades, chasseurs-cueilleurs, avaient la famille nucléaire. Donc, donc il y a la séquence standard, on dirait, le type le plus ancien, c'est la famille communautaire, ensuite la famille souche, et puis la famille nucléaire. Et là, on obtient une séquence historique inversée, qui est la famille nucléaire est au départ, le type original des chasseurs-cueilleurs, qui ont peuplé la planète. Et puis ensuite, il y a l'émergence de la famille souche, à des dates diverses. On peut dater pour Sumer, pour la Chine, pour le Japon, pour l'Europe. Et puis la famille communautaire, qui est le stade supérieur. Et je dirais que la famille communautaire endogame du Moyen-Orient est une forme encore plus compliquée et encore plus travaillée par l'histoire. Donc le bouquin, l'origine des systèmes familiaux, est purement anthropologique. Donc je crois qu'à part quelques blagues où je compare les Anglais et les Tagalogs, pour m'amuser personnellement, il y a vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir tiré le truc dans un sens quelconque. Voilà, alors, il me reste à faire le tome 2, qui est très important parce que c'est dans le tome 2 sur l'Afrique, l'Amérique, et éventuellement l'Océanie, que je pourrais, ou que je devrais, et je ne sais pas si j'utilise un futur ou un conditionnel. Je suis démographe, donc j'ai beaucoup d'amis qui tombent comme des mouches autour de moi, donc les conditions de réalisation des bouquins deviennent plus compliquées. Je faisais une description au téléphone à Nicolas de la vie intéressante à partir de 65 ans. Je disais, mais tu ne comprends pas, Nicolas, tu es jeune. Mais nous, on vit comme dans des films d'horreur ou des films d'action. Il y a partout des gens qui meurent. La vie est une aventure de chaque jour. On ne s'emmerde jamais. Je n'avais pas vu la vieillesse comme ça, moi, avant. Je veux dire, vraiment, bon, voilà. Bon, donc, ce que je suis en train de dire en déconnant, c'est que je ne suis pas absolument certain d'avoir le temps de faire mon tome 2. Les recherches sont extrêmement avancées, j'ai des fichiers énormes, et peut-être que le naufrage final de mon travail, ça sera de ne pas avoir eu le temps de mettre en forme mon tome 2. D'autant plus que le civisme m'a une fois de plus aspiré, et que quand même je suis arrivé à la conclusion que la famille nucléaire et donc l'individualisme de la famille nucléaire sont des traits archaïques de l'humanité, c'est quand même et que les systèmes communautaires endogames sont des constructions de l'histoire liées à des innovations successives, à une époque où le monde occidental bombarde à intervalles réguliers le Moyen-Orient pour émanciper les femmes, je sais pas, c'est intéressant. Je veux dire, parce que bombarder pour émanciper, si on représente une modernité et que soi-même on s'est extrait d'un système patrilinéaire, endogame, ayant abaissé le statut des femmes, je sais que c'est pas très élégant, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais si on le fait sans se rendre compte que lorsqu'on demande au Moyen-Orient, ou même aux Chinois, qui sont patrilinéaires à un niveau très élevé quand même,
des niveaux d'individualisme et d'émancipation des femmes qui sont caractéristiques de l'Occident, on ne leur demande pas d'avancer plus vite vers le futur par rapport à leur propre histoire, on leur demande de revenir dans le passé. Ce qu'on leur demande est un renversement du cours de l'histoire. À Sumer, c'est-à-dire le sud de l'Irak actuel, le statut des femmes était très élevé au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il n'y avait aucun problème. Donc c'est un peu brutalement dit. Et donc je me suis dit que c'était, une fois qu'on a compris on trouve des choses partout là-dessus il n'y a peut-être pas un tel contraste entre la démocratie primitive et la démocratie moderne. Peut-être que la démocratie moderne a émergé en Occident parce que les Occidentaux étaient primitifs. Il y a un sociologue philippin, d'ailleurs, qui a vu ça, Manglapouche. Voilà, et donc, je n'ai pas résisté à l'envie de faire un livre de prospective sur les implications pour la compréhension générale de l'histoire de ce modèle inversé de l'histoire des structures familiales. Alors ça a démarré comme un truc qui devait être rapide, et puis ça devient une sorte de marais dont on ne sort pas. Et donc je suis dans ce livre, je crois que je vais y arriver là, et c'est devenu finalement une esquisse, ou c'est en train de devenir une sorte d'esquisse de l'histoire humaine, où je démarre à la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Ensuite, j'ai des chapitres sur la différenciation des types familiaux. Ensuite, j'avais des chapitres sur le rapport entre la famille et les systèmes familiaux, le rapport dialectique entre la famille et les grandes religions universalistes. Et puis ensuite, il y a le cœur du livre va être une analyse, c'est déjà écrit en fait, de l'analyse de la dynamique du monde anglo-américain depuis le XVIIe siècle, qui tire l'ensemble de la planète, et puis ensuite avec une étude, depuis l'époque de la Révolution française, du reste de la planète, vue comme réaction finalement aux impulsions venues du monde anglo-américain. Et j'espère arriver à terminer sur une prédiction vraisemblable sur les États-Unis, mais la difficulté est renouvelée par le phénomène Trump, puisque c'est qu'on peut voir l'histoire se remet. En ce moment, c'est extraordinaire quand on agit des concepts, on se promène dans les millénaires sur toute la planète, et au bout du compte, on se retrouve à acheter le livre de Trump. Crippled America, qui a l'air assez rigolo d'ailleurs. Voilà, et donc, mais ça j'espère terminer. J'ai besoin du résultat des élections américaines. Et ça fait drôle quand on dit je commence avec la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, mais j'ai quand même vachement besoin du résultat des élections américaines pour pas trop me planter. Mais dedans j'ai toutes mes variables, c'est-à-dire c'est une sorte de testament, quoi. Dedans j'ai d'ailleurs, dans l'hypothèse où l'Éternel ne me permettrait pas d'achever mon tome 2, j'ai quand même fait pratiquement un chapitre sur la dynamique des systèmes familiaux africains, dans lequel j'interprète quelques cartes sommaires des systèmes familiaux africains, et je montre que l'histoire des étapes nucléaires, souches, communautaires, marchera pour l'Afrique, avec des phénomènes de diffusion, et que les familles communautaires seront aussi le résultat du dernier stade de l'histoire. Et donc, la fin de ce projet de recherche, tel qu'il se présente, comme ma femme et ma petite dernière m'ont escroqué des vacances en Californie et dans le sud-ouest américain, donc j'ai dit que j'étais d'accord, puis ça m'arrange quand même, puis ça me donnera confiance de voir, ça fait vraiment très très longtemps que je suis pas allé en Californie, pour essayer de me lancer. Quand on fait une prédiction, stagnation, régression, redémarrage, ça va être intermédiaire pour les États-Unis. Bon, on peut le faire à partir de paramètres et sans y aller. Moi, quand j'ai prédit l'effondrement du système soviétique, j'avais jamais foutu les pieds en Russie, donc ça me gêne pas trop de raconter n'importe quoi avec juste mes établissements statistiques. Mais pour les États-Unis, comme je parle anglais à peu près, pas loin de parler parfaitement, mais voilà. Mais donc je fais ça, mais j'ai quand même réussi à faire que ma seule condition pour ce voyage en Californie, c'est qu'on
passe notre dernière nuit dans le Trump Hotel de Las Vegas. Voilà. Mais il y a une résistance pour prendre la réservation. Voilà. Mais là, j'ai retrouvé la photo de cet hôtel dans le livre de Trump. Tu me demandes ce que sont mes projets de recherche. Hein, on en est là. Voilà. Alors, ce que je vous propose, puisqu'il est 15h50 et qu'il faut qu'on ait tout bouclé d'ici 17h30, c'est peut-être vous avez peut-être des questions, des commentaires, des choses comme ça, hein, que ce soit plus moi qui te pose les questions, mais peut-être à vous de poser quelques questions sur tout ce qui a été évoqué.